de la célébration, disons, pour célébrer les cinquantenaires de l'indépendance, de l'accession à l'indépendance de notre pays, qu'on puisse offrir. Et c'est ça, le chef de l'État, c'était une de ses ambitions à toute la nation béninoise, un joyau suffisamment représentatif. Que les autres demandes qui étaient arrivées pour ce cinquantenaire-là puissent voir. Non seulement pour les autres demandes, mais aussi pour la fierté, la propension à la souveraineté, la fierté d'être souverain, d'être indépendant. Je crois que ce bâtiment aurait été un véritable cadeau. Et c'était justement là à ce propos, monsieur le ministre. Malheureusement, je vais en venir si vous le voulez, oui. Bien, si vous le permettez bien. Oui. Malheureusement, à cette date-là, à la date, mettons, deux ans après, et beaucoup plus précisément le 8 novembre 2011, il a été convoqué. Je n'étais pas encore ministre puisque l'administration est une continuité. Ouais. Il a été convoqué par le chef de l'État, une réunion au palais de la Marina pour essayer d'évaluer et de situer les responsabilités. Et c'est à l'issue de cette réunion qu'il a été démontré que le maire devait déléguer la CEROESTA, qui malheureusement n'a pas respecté le délai contractuel, a pris de nouveau l'engagement, cette fois-ci, de finir les travaux fin juillet, à moins que je m'abuse, mais je suis écrit, fin juillet 2012. Et à cette date, les travaux étaient exécutés, mettons, à un peu moins de 50%. Alors, depuis cette date-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. Justement, monsieur le ministre, même si c'est l'État qui décaisse les fonds, le bâtiment n'est pas construit, ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est d'abord pour les députés. Mais est-ce que la représentation nationale, à un certain niveau, est impliquée dans le système de contrôle ou de veille, en quelque sorte? Très bien. Dans le système de veille, est-ce que l'Assemblée nationale était impliquée? Parce que quand même, le bâtiment, pour d'abord, c'est en cause d'abord, et rien que pour les députés. Les honorables députés. Voilà. Non, je crois qu'elle devrait, mais est-ce qu'elle a été véritablement, je ne saurais le dire. Toujours est-il que le souci majeur, aussi bien du chef de l'État que de la représentation nationale, c'est que des députés, c'est de nous assurer que le bâtiment, les travaux tels qu'ils évoluent, respectent les normes et que, puisque c'est de vie humaine dont il est question ici, il va falloir faire en sorte que nous puissions, en tant que responsables, assumer nos responsabilités. Parce qu'un bâtiment qui doit abriter des vies humaines et qui plus est des honorables députés, on doit pouvoir s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art et que tout respecte les normes. Et je crois que ça a été le souci majeur du chef de l'État qui est partagé par la représentation nationale. Quelle est aujourd'hui la cause réelle du blocage des travaux? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les travaux sont... tout est bloqué? Vous posez là une question vraiment intéressante. Tantôt le ministre disait que l'Assemblée nationale est le résultat de la ferme volonté du chef de l'État de doter notre Parlement d'un siège digne de ce nom. Le siège qui est là date des années des indépendances. Après 50 ans qu'on dise que nous n'avons pas un hémicycle capable de contenir aisément nos députés, ça pose problème. Voyez à l'occasion des messages du chef de l'État à la nation. Quand on y va, on est coincé. C'est difficilement que les autres marques, les députés et le cortège présidentiel, les présidents des institutions arrivent à s'installer. Ça pose problème. Donc déjà là, il y avait un problème d'espace. Ensuite, comme il a été rappelé tantôt, le chef de l'État a voulu rehausser l'image de notre pays. 11 chefs d'État étaient attendus à l'occasion du cinquantenaire de notre indépendance. Il fallait qu'à leur arrivée, ils se rendent compte que le Bénin a fait des avancées. C'est ce qui a motivé cette décision que personne ne lui a inspiré. Certes, il y a eu des études en son temps. Il y a eu une fiche de projet, une intention de projet. Mais quand il est arrivé, lui-même a eu cette préoccupation forte et a décidé donc de donner un coup de pouce, de régler cette question.
Ce n'est pas quelqu'un qui est parti dire, Monsieur le Président, il y avait tel projet, pourquoi vous ne faites pas ci, pourquoi vous ne faites pas ça. C'est la volonté du président lui-même de suivre. Mais notre pays est unique. Toute personne soucieuse de son intérêt ne peut qu'identifier ce qui est fortement important. Donc le chef de l'État a identifié ce besoin et a décidé de tout mettre en œuvre pour que nous puissions venir à bout, disons, de ce problème d'espace et redorer l'image de marque du pays et en même temps de la capitale Porto-Novo. Et justement, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette volonté du président de la République, comme vous le dites, qu'est-ce qui a fait que cette volonté a été aujourd'hui pratiquement noyée? La volonté du chef de l'État n'a à aucun moment été ébranlée. Au contraire, en fait, à un moment donné, et le ministre le disait tantôt, on a constaté une certaine lenteur dans le projet. Lui-même a fait une visite là-bas et a constaté que rien ne bougeait. C'est ce qui a été le déclencheur de la séance dont parlait tout de suite le ministre de l'urbanisme. Ouais. Alors, à partir de ce moment, la concertation a abouti à la nécessité d'auditer le chantier. Très bien. À partir du moment où il y a eu audit, à partir du moment où les informations font état du fait que les infrastructures ne sont pas solides, on doute sur la solidité et même la profondeur de la fondation. Parfois, on dit même que le bureau de contrôle n'est souvent pas là sur le chantier, que les plans architecturaux n'ont pas été approuvés par le bureau d'études. Un bon responsable, le chef de l'État devait dire « je veux voir ce qui se passe là ». Très bien. Il ne veut pas que demain, après son départ, qu'il soit vivant ou mort, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans après, en tout cas je lui souhaite de vivre très très longtemps, qu'on revienne dire qu'en son temps, on a construit un hémicycle qui s'est affaissé sur les honorables députés. Donc l'audit a démontré clairement qu'il y a de fausses notes. L'audit a démontré, c'est grâce à l'audit qu'on a compris que de 16... Justement, qui a commandité l'audit? C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a commandité l'audit. Oui. Mais apparemment, on ne peut pas alors comprendre si c'est le gouvernement, vous-même vous l'avez dit, c'est oui, la ferme volonté du chef de l'État de doter l'hémicycle d'un lieu digne du nom qui a fait que, quand même, les travaux ont démarré. Bien sûr. Les travaux ont démarré, les travaux ont commencé par piétiner, comme on le dit. C'est le même gouvernement, sinon le chef du gouvernement, c'est-à-dire Dr Boniaï, qui lui-même a commandité l'audit tel que vous le dites. Alors, comment se fait tous les bruits, ou alors avant d'arriver à tout ce qui court aujourd'hui comme bruit, à savoir, c'est lui qu'on accuse, c'est lui qui est dans le viseur, peut-être avant d'en arriver là, donnez-nous quelques éléments de l'audit qui ont démontré, M. Aïkwe, que les travaux là, attention, quelque chose ne va pas, faites attention, sinon demain, il pourrait y avoir des problèmes. Mais si vous permettez, pour davantage de chronologie, oui, avant même qu'on en arrive là, je crois qu'ils ont précisé, je suis d'avis avec eux, que dès que la convention a été signée avec la CEROSA en maîtrise de droit délégué, les travaux ont commencé. La CEROSA a passé certainement commande à un certain nombre d'entreprises. Mais à la fin du délai attendu, nous n'avons pas malheureusement les résultats attendus. C'est alors que lors d'une réunion entre ministres et présidée par le chef de l'État, on a décidé de commanditer. Parce qu'en vérité, au départ aussi, il faut dire que ce sont les Chinois qui étaient, à mon avis, attendus pour, compte tenu de leur expertise, de leur célérité, pour mener à bien ces travaux. Mais le chef de l'État, une fois que la décision a été arrêtée, là-bas, le chef de l'État ne pouvait pas, il ne pouvait pas se substituer au ministre qui était là, l'administration qui était sur place, et faire toutes les démarches, toutes les procédures. Il ne manquerait plus que ça. Le chef de l'État, il donne des orientations, et à charge pour chaque ministre, pour chaque département ministériel, de prendre le relais une fois que ça a été déclenché, d'enclencher pour mener à bien et de rendre compte. D'être vigilant et à chaque de rendre compte, d'être surtout vigilant, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, en posant la première question de savoir, nonobstant le bureau d'études, nonobstant le MED, est-ce qu'au niveau du ministère, est-ce qu'il n'y avait pas
un comité de suivi. Et M. Ekpe a beau jeu de bien répondre pour dire que nonobstant tout ça là, et M. Naman l'a ajouté, il y avait l'agent de réhabilitation de la ville de Porte-Novo et d'autres structures qui suivaient, mais sans s'impliquer dans la gestion quotidienne des... Donc je dis, après ça, il y a eu l'audit. L'audit a donné des résultats bien donnés, parce que je me rappelle bien, je crois que c'est à la fin du mois d'octobre, disons au début octobre 2012, que le Conseil des ministres a décidé de réaliser ce audit-là. Et l'inspection générale du ministère, qui a été instruite à cet effet pour réaliser l'audit, a démontré à l'issue de ces travaux qui ont eu à la fin du mois d'octobre, le 29 plus précisément, 2012, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui pourraient être reprochées à certains, et c'est alors que notre processus a été enclenché, notamment que la gendarmerie a été déployée sur le site pour veiller, commencer par sécuriser les lieux, et elle a été appuyée dans ce sens bien évidemment par les vigiles, les sécurités civiles. Donc en ce moment, et c'est comme ça, à partir de cet instant, que M. Ekpe pourrait nous dire quelles sont les étapes qui ont suivi jusqu'à ce qu'on en soit arrivé là. Parce qu'il y a eu audit, mais à partir du 5 novembre 2012, il y a eu des réponses à la question orale, une première question orale. La question orale, si c'est le numéro 53, posée par le numéro 35, voilà. Justement, c'est là que je cherche, monsieur Ekpe, c'est vous qui pouvez le dire avec précision, je ne sais pas. Quels sont au moins quelques 2 ou 3 mots, si vous me le permettez, que l'audit a ressorti? Bon, je voudrais faire remarquer que l'audit qui a été mis en place ou recommandé le 10 octobre 2012 par le Conseil des ministres, en fait, c'était un audit un peu administratif qui a été fait. Ce n'était pas un audit technique des travaux. Et donc, cet audit dirigé par l'IGM, l'inspection générale du ministère, a essayé de voir de fond en comble comment le processus du début du projet a été mené jusqu'à ce que, en juillet 2012, le chantier a connu autant de mois de retard. Qu'est-ce qui ne va pas, justement? Et c'est suite, en fait, à une communication conseil des ministres qui a été introduite le 12 septembre 2012 pour, pour annoncer les nouvelles mesures qui sont prises pour achever les travaux pour une année. C'est-à-dire qu'en juillet 2013, on devait normalement définitivement finir les travaux parce que en novembre 2011, le MOD s'était engagé à finir les travaux pour juillet 2012. Et les députés ont constaté que de novembre 2011 à juillet 2012, le chantier n'a pratiquement pas bougé. Et suite à ça, ils ont adressé au gouvernement, notamment au secrétaire général du gouvernement, des questions. Ça veut dire que les députés pourront jouer leur rôle de contrôle de l'action publique. C'est déjà une forme de contrôle de l'action publique. Tout à fait. Donc, ils ont envoyé au niveau du gouvernement, du secrétaire général du gouvernement, une liste de questions auxquelles le gouvernement devait répondre pour dire pourquoi, depuis novembre 2011 à juillet 2012, non seulement on n'a pas fini les travaux, mais les travaux n'ont pratiquement pas bougé. Mais entre-temps, le ministre, le MEU, avait, sous l'impulsion de l'équipe de la coordination et de l'ARPN à l'époque, suggéré qu'on mette en régie le gros œuvre, qui en fait est le lot locomotive. Parce que tel que le projet est structuré, si le gros œuvre avance suffisamment bien, tous les autres lots sont tenus de suivre. S'ils ne suivent pas, il y a un problème. Là, le MOD ou le maître d'ouvrage peut réagir. Parce qu'on a constaté qu'en réalité, que c'est au niveau du gros œuvre qu'il y a problème. Et on a suggéré au Conseil des ministres le 12 septembre 2012 de mettre En fait, on a parlé des nouvelles mesures pour achever les travaux, notamment en commençant par mettre le gros œuvre en régie. Et le Conseil des ministres du 10 octobre 2012 a dit oui, d'accord, mais avant de poursuivre, voyons ce qui s'est passé. Et c'est là où l'IGM est arrivé à faire relever certaines insuffisances administratives, comment les choses ont été passées, par-ci, par-là, et entre-temps a recommandé qu'on peut poursuivre la régie, mais il faudrait que si sur certains travaux il y a des problèmes techniques, il faudrait qu'on s'assure avant de continuer. Et c'est pour cela que le rapport de l'IGM qui a été introduit
en Conseil des ministres en décembre 2012. Le Conseil des ministres a finalement statué là-dessus le 2 janvier 2013. Et le 2 janvier 2013, le Conseil des ministres a demandé qu'on puisse commanditer une expertise technique internationale au fin de s'assurer que tout ce qui est mis en œuvre là peut permettre à ce qu'on continue les travaux. Que toutes les caractéristiques actuelles du bâtiment telles que voilà, attendez, sont respectées jusque-là. Surtout au niveau de la fondation qui... Est-ce que ça a été fait? Qu'est-ce qui a été fait? Ce dont vous parlez. Non, l'audit technique, en fait, on va revenir là-dessus. On est très avancé actuellement, ce n'est pas encore fait. Mais avant de revenir là-dessus, si vous le permettez bien, oui, il est aussi important de souligner qu'à la suite de l'audit de l'IGM et à la suite de l'interpellation des députés via question orale au gouvernement, parce que ça a été une forme de contrôle de suivi que les honorables députés ont exprimé aussi. Il y a eu quand même quelques... comme vous l'avez ici bien dit d'ailleurs, il y a eu quelques reproches qui ont été faits parce que c'était de manière administrative et organisationnelle. C'est suite d'ailleurs à ça que l'administration d'alors, au lendemain de cette présentation, a porté plainte. Parce qu'il faut le souligner aussi, a porté plainte à la sous-direction des affaires économiques et financières. Parce que cette situation, depuis lors, a fait que le dossier est resté pendant au cabinet du 6e juge, au 6e cabinet. L'affaire est restée pendante au tribunal. Mais en temps aussi, il y avait des cadres du ministère, de notre ministère, et c'est suite à cette plainte que certains de nos collaborateurs se sont retrouvés en séjour à la prison civile de Cotonou. Parce que l'audit aurait révélé qu'ils auraient touché 1 ou 2 sous de manière irrégulière. Je crois que si j'interprète bien la compréhension qu'on doit avoir de l'audit. Parce que ça a fait déjà, ça a commencé par avoir des failles là. Maintenant, il reste que le tribunal nous éclaircisse et nous fixe définitivement. Il y a une information qui court les rues, que le bâtiment en principe, le bâtiment principal surtout, en principe est fait pour être posé quand même sur un socle. La profondeur devait être d'environ 80 mètres, enfin autour de 80 ou 80 mètres avec exactitude, et que aujourd'hui ce qu'on a là comme fondation, si vous le voulez, ça fait à peine 30 mètres, d'autres vous diront que c'est 15 mètres, d'autres diront que c'est 10 mètres. En fait, alors, si vous le permettez, avant qu'il ne dise un mot, c'est l'inquiétude principale qui fait que le chef de l'État s'est dit qu'il faut prendre ses responsabilités. Justement, d'où viennent ces informations? Par rapport à ce dossier, il faut dire que l'audit qui a été fait a permis de confronter un certain nombre d'idées. Et quand on rencontre l'entrepreneur principal, donc celui qui est chargé de grosses œuvres, lui, il se défoule sur les autres. C'est de là qu'il est ressorti que le bureau de contrôle ne faisait pas convenablement son travail, que le bureau d'études n'était pas présent pour approuver. Et c'est tout cela qui a conduit à des lettres de relance vis-à-vis de Sero, de la part de l'administration, et finalement à la mise en régie de certains lots. Donc, il était clair que le chantier ne tenait plus la route comme ça se doit. Et ça fait partie des éléments pour lesquels le chef de l'État est intransigeant. Pour lui, il faut la lumière. Il faut faire la lumière sur tous ces aspects afin qu'on ne navigue pas à vue. On a vu ce qui s'est passé, je crois. Qu'on ne mette surtout pas en danger la vie. Qu'on ne mette pas en danger la vie des députés. Passé aussi en Inde avec des bâtiments, des bâtiments, des PME, dans la foulée, de couture. Oui. Dans la foulée, il a été dit qu'on a englouti déjà 14 milliards, près de 14 milliards dans ce projet. Justement, ce qui est inférieur au taux d'exécution physique. Bien sûr, on peut accepter certains écarts. Mais ici, en principe, on devrait être plus avancé que cela. Oui, puisque ce qu'on apprend aussi, c'est que le taux d'exécution physique est d'à peine 10%. Il est très faible. Alors que du point de vue
des fonds débloqués, c'est-à-dire le taux d'exécution financière, c'est autour de 60%. On est suffisamment loin. Et pour ce que l'on voit là. Alors on sait que pour en revenir à la question que vous aviez posée tantôt, en disant, malgré la volonté affichée du chef de l'État, comment se fait-il que les choses apparaissent comme s'il ne voulait pas que le chantier avance? Donc ces éléments qu'on a évoqués tout de suite permettent de voir que, en réalité, le chef de l'État n'a pas changé de logique. Mais il veut un travail. Mais quand vous pouvez alors comprendre qu'il soit, comme on le dit, permettez-moi le mot, qu'il soit dans le viseur, comme on le dit. Oui, c'est parce que nous faisons de la confusion. Ce n'est que de la confusion, de l'intoxication et de la méchanceté. Nous avons vu en France, le ministre du Budget a eu des problèmes. Tout le monde a suivi tous les déballages. À aucun moment, on a interpellé le président Hollande pour dire que c'est lui qui a commis ces choses-là. Chacun supporte ce qu'il fait. Le chef de l'État nomme les cadres. Il nomme ses ministres. Mais qu'on ne demande pas qu'ils viennent faire subir ou être... On ne peut pas l'accuser. On ne peut pas l'accuser de ce que les uns et les autres font. Et c'est dommage que ça se passe ainsi et pas par la basse classe. Un problème se pose au nord, c'est Yahya Boni. Un problème se pose au sud, même dans la mer, c'est Yahya Boni. Mais à mon père de famille, parfois c'est ce que l'on dit. Les enfants, lorsque ça ne va pas à la maison, c'est le père de famille. C'est vrai, mais ici, peut-être la différence, c'est que quand même, c'est lui-même, en tant que chef de l'État, chef du gouvernement, qui a quand même livré, permettez-moi le mot aussi, au moins deux de ses ministres. Est-ce que c'est un plaisir pour un chef d'envoyer ses collaborateurs devant la haute cour de justice? Ça, c'est un. Deuxièmement, il sait que lui-même, il est passible de cette haute cour de justice. S'il se sent impliqué dans ce dossier, s'il sait qu'il a tort, vous pensez qu'il va vouloir que le dossier aille là-bas, alors qu'il a une majorité de l'Assemblée? Quand même. Je voudrais ajouter que... Oui, monsieur Aïpé. Oui, d'abord au niveau des ressources. Parce que tout à l'heure, dans vos questions, vous avez dit, oui, on a dépensé assez d'argent et les travaux n'ont pas avancé comme ça se doit. Il faut faire remarquer que dans le processus de gestion d'une entreprise de génie civil, quand les entreprises prennent des avances, au fur et à mesure qu'ils avancent dans les travaux, on procède au remboursement des avances. Donc il faut faire remarquer que la plupart des entreprises ont pris des avances. Ils n'ont pas avancé comme ça se doit par rapport à la consommation de cette avance-là. Donc ça fait que la plupart des entreprises détiennent l'argent de l'État puisqu'ils n'ont pas avancé comme ça se doit. Donc ce point-là doit être fait. Il faut faire aussi remarquer qu'en réalité on dit 14 milliards, mais ce n'est pas exactement 14 milliards qui ont été mis dans les travaux. Il y a tantôt cette question des avances des entreprises pour lesquelles ils n'ont pas encore fait les travaux. Donc ils n'ont pas déversé cet argent. Et il y a également du reliquat. Sur les 14 milliards qui ont été mis en place, il y a environ 1,4 milliard encore disponible sur le budget 2012 qui est prévu pour les travaux, qui est encore disponible dans les caisses du maître d'ouvrage délégué. Voilà. Et pour la question des députés, on en a parlé tout à l'heure, qui, dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, ont, à travers la question orale 35, posé des questions au gouvernement. En novembre 2012, quand le ministre, en fait, ils ont programmé que le passage du ministre, en ce moment, l'IGM a déjà fini pratiquement son rapport, mais le ministre, quand il est allé à l'Assemblée, a suggéré aux députés qu'ils reviennent pour faire une communication, puisqu'il n'a pas encore rendu compte en Conseil des ministres pour qu'on puisse statuer sur le dossier. Ce que les députés ont autorisé, et effectivement, le 12 décembre 2012, il a fait une communication devant la représentation nationale pour exposer le chantier, parce que les gens ont voulu savoir pourquoi les choses n'avancent pas et tout ça. Et donc, revenant au Conseil des ministres du 2 janvier 2013, qui a recommandé l'audit international technique, tout de suite, quand ça a été recommandé, le 8 janvier déjà, c'est-à-dire dans la semaine qui a suivi, le chef de l'État, sur ses instructions, on a pris contact avec l'ambassade de Chine dans le cadre de la coopération bilatérale pour voir avec elle comment elle pourrait nous accompagner pour que très rapidement, sans vraiment de ressources, pour que très rapidement on soit situé sur la qualité, surtout de la formation.
Parce qu'avec les rumeurs, tout ce que j'ai dit, le bâtiment n'est pas bien fondé, les gens n'ont pas suffisamment fait leur travail, le chef d'État veut s'assurer que la fondation tient. Donc très rapidement, il a voulu que ces experts chinois puissent nous donner une réponse afin que le budget qui était prévu pour 2013 soit mis à disposition pour que les travaux reprennent. Bon, donc ces derniers... On décline l'offre. Oui, mais puisque si la partie chinoise avait eu le marché, c'était 18 milliards. Entre 18 milliards et 16 milliards, la différence n'est que de 2 milliards pour un travail de cette envergure-là. Mais aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui se passe. Donc, il est normal que la partie chinoise décline l'offre. Non, ce n'est pas la raison qu'ils ont dit. Il y a une raison plus forte. Très bien. Monsieur Nara. En réalité, dans le passé déjà, le même entrepreneur avait été approché pour venir voir un peu ce qui se passe. Et il devrait même aller sur le site pour certains travaux. Malheureusement, il a reçu des menaces. De la part de... Des menaces de mort de la part de certains qui ont appelé la nuit. Et lui qui devrait le lendemain être avec le chef de l'État au palais pour une séance de travail en présence de l'ambassadeur de Chine, a compris le danger qui le guettait et a pris tranquillement l'avion pour repartir chez lui. Donc on est allé jusqu'à alors menacer si c'est un les Chinois. chantier sur lequel vous pouvez laisser votre peau, il vaut mieux vivre ailleurs sans le chantier. Voilà un peu comment cela s'est passé. Vous comprenez alors que par la suite, si on demande à la Chine d'envoyer ses citoyens venir auditer ce chantier-là, que les gens soient réticents. En matière de construction, tout le monde connaît quand même l'expertise de la Chine. C'est ce qui s'est passé par rapport à ce cas-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même fait des avancées. Mais avant aujourd'hui, je crois que cela dénote de la complexité même du chantier, du dossier. Et vous avez beau avoir toute la volonté politique d'un côté, si cette volonté n'est pas portée par les uns et les autres, il y a toujours matière à redire. Mais on ne s'était pas arrêté là parce que le gouvernement a continué à rechercher en matière d'audit et à faire toujours dans le cadre de la coopération bilatérale. Et on a fait une main tendue aux Allemands, tout à fait. parce que par la structure Diwidag, parce qu'ils ont le mérite d'avoir déjà opéré sur les sites environnants, notamment la construction du pont de Porto Novo. Donc a priori, ils doivent connaître la propriété de ce sol-là. Donc cette entreprise qui a été rachetée entre-temps par une autre, ils ont demandé tellement de documentation qui était véritablement en matière de coûts très, très prohibitifs. Et compte tenu du délai, on a dû, en conseil des ministres, demander pour aussi respecter les règles de l'art en matière d'appel d'offres. En passation de marché public, fait un appel d'offres en consultation restreinte. Je crois que c'est à ce niveau-là que nous sommes. Et moi, c'est à ce moment-là que je suis. C'est à la faveur du nouveau gouvernement où j'ai fait mon apparition. Et depuis que je suis là, la première des choses que le chef de l'État m'a dit, c'est: Monsieur le ministre Suntor, vous avez un dossier très important et je souhaiterais que vous y attelez comme la prunelle de vos yeux. Et depuis que je suis là, je vous avoue que chaque fois que je viens au bureau, c'est d'abord ce dossier-là qui constitue la tasse, ma tasse de thé. Et avec les collaborateurs que nous avons, nous y attelons. Et nous en sommes à un certain niveau que M. Aïkpé pourrait décliner et pour nous permettre de savoir qu'est-ce qu'il reste à faire. Oui. Alors, mais ça l'attente aussi. Ça permet de savoir en même temps quel sort, en quelque sorte, quel est le sort qui est réservé à ce chantier-là. Non, je pense qu'on va être bientôt au bout du tunnel. Parce que, comme l'a dit M. le ministre, la procédure de consultation restreinte est très avancée. Pas plus tard que le 15 janvier 2014 passé, on a reçu quelques entreprises qui ont été consultées à faire la visite du site. Donc on est allé sur le chantier, on a fait le tour, ils ont posé des questions auxquelles on a répondu. Et si tout va bien, le 30 janvier, c'est-à-dire dans moins de 2 semaines, ils vont déposer leur offre et on va